Bien, merci de votre patience. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers camarades, chers collègues, et bienvenue à cette deuxième conférence, et bienvenue à cette deuxième conférence Tribune de la saison, mais aussi la première du cycle et de la saison politique de Tribune, puisqu'en effet, en accueillant messieurs Fotorino et Deloire il y a tout juste une semaine, nous avions lancé un élan de diversité que nous tâcherons de maintenir tout au long de l'année, mais que chacun se rassure, Tribune ne renie pas ses fondamentaux politiques, et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir ce soir la députée de l'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir et bienvenue. Ou devrais-je dire bienvenue de nouveau, puisqu'il y a moins de 2 ans, vous acceptiez déjà l'invitation de nos prédécesseurs. Cependant, le contexte est aujourd'hui bien différent. Vous êtes l'unique candidate à la primaire de la droite et du centre, et il vous reste moins de 2 mois, à vous et vos homologues et adversaires masculins, pour prouver aux Français que l'un ou l'une d'entre vous est le ou la plus à même de porter l'alternance en 2017. Mais pour le moment et pour l'heure et demie qui va suivre, c'est ici, dans cet amphigélis, à nouveau à guichet fermé, que se poursuit votre campagne. Et avant de vous laisser la parole, je vais céder le micro à Pierre, qui s'est livré et qui s'est essayé au fameux exercice du portrait, et qui tâchera à vous, cher public, de vous présenter au mieux notre invité de ce soir. Juste après, c'est Joris et Baptiste qui auront la grande, mais néanmoins plaisante tâche d'animer l'interview. Tu peux me passer la slide, s'il te plaît. Et donc, chacun pourra constater que l'équipe animatrice de la conférence de ce soir est à l'image de la primaire de la droite et du centre, c'est-à-dire très féminine. Voilà. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à notre partenaire EY. Et surtout, merci à vous tous d'être aussi nombreux. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Kosciusko-Morizet. Nathalie Geneviève Marie Kosciusko-Morizet. Issue d'une famille d'hommes politiques, vous êtes née le 14 mai 1973 à Paris. Votre père a été conseiller général des Hauts-de-Seine et maire de Sèvres. Votre grand-père était ambassadeur de France aux États-Unis et votre arrière-grand-père était l'un des membres fondateurs du Parti communiste français et sénateur de Sèvres. Mais votre philosophie, que vous répétez comme un leitmotiv, est la suivante, je cite, « Dans la politique comme dans la vie, ce que l'on gagne a une saveur, une valeur bien différente de ce que d'autres vous donnent. » Alors vous vous appuyez sur un parcours exemplaire. Vous faites votre lycée à Madeleine d'Agnelou, votre classe préparatoire à Louis-le-Grand et vous intégrez Polytechnique, l'X comme on a coutume de l'appeler. Mais NKM à l'X, ce n'est pas l'alphabet, c'est le passage de l'oméga à l'alpha. Vous passez au premier rang et vous n'êtes plus l'inconnu de l'équation. L'école vous enseigne les mathématiques, vous ferez du calcul politique. On vous parle addition, soustraction, vous pensez division des parties. Car vous multipliez les écarts dans la matrice politique. Et lorsqu'on vous demande de trancher entre Copé et Fillon pour l'UMP, vous vous retranchez et créez votre propre unité, la France droite. Droite, il ne s'agit pas seulement d'une orientation politique, mais aussi d'un trait de caractère. Car quel que soit votre poste, vous avez su rester droite. Vous avez été, et vous êtes encore, député de l'Essonne. De 2010 à 2012, vous êtes ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du budget. En 2012, vous donnez de la voix pour Nicolas Sarkozy en devenant son porte-parole. Depuis 2014, vous êtes vice-présidente de l'UMP, puis des Républicains, et présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Vous dérangez, vous titillez, vous imposez. Votre franc-parler détonne. Et quand vous parlez franc, vos interlocuteurs s'étonnent. Vous qualifiez Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé de lâches, et lorsqu'il vous arrive d'exprimer votre mépris pour Jean-François Copé, vous lui dites « t'es qu'une merde ». On peut difficilement faire plus bref. Ce caractère froid et dur avec vos collègues et vos concurrents vous a valu bien des surnoms dans la sphère politique. La baronne, la bobo-gauchiste, le pitbull à talons, la fofolle, la dingue. Mais vous atteignez la consécration dans l'art de la provocation en obtenant de Jacques Chirac le noble qualificatif d'emmerdeuse. Après tout, vous l'avez un peu cherché. Et comme vous dites, dans la politique comme dans la vie, ce qu'on gagne a une saveur, une valeur bien différente de ce que d'autres vous donnent. D'ailleurs, vous appréciez cette saveur. Vous dites que c'est un compliment qu'on vous fait, et lorsque vous gagnez
le prix de la ministre de l'année en 2011, en tant que ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du budget, vous décidez de le décerner à toutes les emmerdeuses. Mais il n'est point d'éloge flatteur sans liberté de blâmer. Et nombreuses sont vos actions qui peuvent être retenues. En tant que ministre de l'Environnement, vous développez l'énergie solaire et éolienne. Et lorsque vous prenez le large, en quittant le ministère, 90% des décrets de l'accord Grenelle II ont été publiés. Secrétaire d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique, vous organisez la transition vers la télévision numérique terrestre. Vous mettez également en place les ateliers de l'élu 2.0 afin de sensibiliser les députés à la révolution numérique. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui la femme politique française la plus suivie sur Twitter. En effet, vous avez aujourd'hui approximativement 615 000 followers, soit 153 750 fois le prix d'un ticket de métro à 4 €. Enfin, vous êtes un exemple en tant que femme. Forte de conviction, vous avez su gravir les échelons d'un univers encore très dominé par le genre masculin, et ce, avec brio. Vous êtes une femme qui questionne, qui s'interroge. Mais après avoir publié « Tu viens » ou « L'homme saura-t-il réparer ce qu'il détruit » ou encore « Une écologie digne de l'homme », vous établissez un constat dans votre dernier ouvrage qui s'intitule « Nous avons changé de monde ». Vous défendez la thèse selon laquelle le monde a changé, s'est transformé économiquement, numériquement, écologiquement et socialement. Mais la politique, elle, est restée la même et n'a pas su s'adapter aux nouveaux enjeux. Que faire ? L'encre coule, mais finalement les interrogations demeurent. NKM, 3 lettres. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'écrire... NKM, 3 lettres. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'écrire un roman épistolaire. Nous mettons de côté la plume et l'encrier pour laisser place au débat d'idées. Bonne conférence à tous. Test, on entend? Oui. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation de tribune. Premièrement, si vous avez envie de répondre rapidement au portrait de notre Pierre Jeunin national. Sinon, on peut commencer directement par une question. Non, je me suis demandé s'il avait fait des maths avant ou s'il avait méritoirement travaillé un peu la sémantique du matheux. C'était bien fait, c'était bien tourné, bravo. Première question, donc une question qui concerne l'actualité directe de la droite, donc la primaire. C'est une première dans l'histoire de la droite que le candidat pour la présidentielle passe par une primaire. On peut se demander une petite question. Est-ce que c'est une bonne chose cette primaire en ce qu'on pourrait considérer, par exemple, M. Nicolas Sarkozy, vu son passé d'ancien président de la République, comme le candidat légitime de la droite, étant donné son, comme je dis, son passé? Moi, je pense que c'est une très bonne chose la primaire. Je suis une fervente défenseur de la primaire et depuis le début, c'est pas nouveau. Vous rappeliez tout à l'heure la bataille Copé-Fillon. À l'époque, déjà, j'avais lancé un site internet qui s'appelle jeveuxrevoter.fr, qui avait eu un gros succès. Et vous me dites pourquoi je fais le lien? Je fais le lien parce que quand il y a un débat de légitimité, le meilleur moyen de le trancher, c'est de faire voter. S'il n'y a pas de primaire et qu'il y a débat de légitimité entre des candidats, ça se passe au premier tour de la présidentielle. Ça a été le cas en 1995. Il y a eu Chirac-Balladur au premier tour de la présidentielle. Ça s'est pas mal fini. Sauf qu'à l'époque, le Front National n'était pas au même niveau. Et aujourd'hui, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre que d'avoir une primaire à l'intérieur de la droite au premier tour de la présidentielle. Donc à partir du moment où il y a débat, il faut bien trouver un moyen de trancher, et le trancher en faisant voter, et en faisant voter largement, donc une primaire ouverte, une primaire dans laquelle il n'y a pas que le parti qui vote, une primaire dans laquelle vous pouvez voter, c'est le meilleur moyen de le trancher. J'ajoute une deuxième chose, c'est que même s'il n'y avait pas ce tel problème lié à l'importance du score du Front National, et donc au fait qu'on ne peut pas faire la primaire au premier tour, moi je serais quand même pour la primaire, parce que je pense que c'est un mouvement moderne, que de proposer aux Français, en amont de l'élection, de choisir leur candidat. On est dans un monde dans lequel, tous les jours, on vous demande sur Internet d'évaluer, de voter. Vous prenez un Uber, on vous demande de noter les petites étoiles. Vous passez votre temps à évaluer les services qui vous sont rendus.
Mais seulement une fois tous les 5 ans, on vous appelle aux urnes pour voter dans un cadre d'élection nationale. Et encore, on vous appelle aux urnes en vous disant t'es de droite, tu votes pour celui-là, t'es de gauche, tu votes pour celui-là, tu les as pas choisis, tant pis, c'est pareil pour ta gueule. Les gens supportent plus ça, en fait. Et donc la primaire, indépendamment même de la question de savoir si ça passe le premier tour ou pas compte tenu du score du Front National, la primaire, c'est un mouvement moderne que de proposer aux Français, en amont de l'élection, à tous les Français, j'insiste, il n'y a pas besoin d'être membre du parti que d'aller voter. Dans votre ouvrage, vous parlez à de nombreuses reprises de Nicolas Sarkozy, parfois en bien, parfois en mal. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec lui? C'est un concurrent? Ça pourrait devenir un allié? Non, c'est un concurrent. Si j'avais trouvé dans les tempéraments, les projets, les écuries en quelque sorte en place quelque chose qui me satisfasse vraiment, je me serais inscrit dans ce sillage-là. Vous savez, faire une candidature à la primaire, c'est pas la solution de confort. Hein. C'est pas, d'abord, ça s'invente pas, c'est quand même assez compliqué à organiser. Et puis c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de risques. Je veux dire, c'est plutôt l'Everest par la face nord quand même. Donc si j'avais trouvé une voie qui soit cohérente avec ce que je crois, ce que j'ai envie de défendre et la manière dont j'ai envie de le défendre, donc s'il gagne, vous ne le soutenez pas? Ça dépend. Mais mettons, enfin, pour moi là, vous allez sur un chemin qui est différent. Dans la primaire, il y a des règles. Le principe de la primaire, c'est qu'il y a une concurrence qui est installée à l'intérieur d'une sensibilité politique de la droite et du centre, et qui a un engagement qui est de soutenir celui qui gagne la primaire. Ça ne veut pas dire que vous auriez pu le soutenir dès le début, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout. C'est le jeu, c'est les règles du jeu. Je suis un peu surprise de voir aujourd'hui à quel point cette règle est discutée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des personnalités à droite qui disent facilement comme ça, comme si c'était évident, comme si ça ne posait pas de problème. Non, mais moi, de toute façon, je ne soutiendrai pas un tel. C'est un problème. C'est pas ça l'esprit de la primaire. L'esprit de la primaire, c'est d'avoir un beau débat démocratique. Donc c'est important que ce soit un beau débat démocratique. Et il faut qu'on vienne sur les conditions de la primaire. Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des conditions de la primaire elle-même. Mais s'il y a vraiment un beau débat démocratique et que c'est les Français qui tranchent, ne pas respecter le résultat de la primaire, c'est ne pas respecter leur choix. C'est trahir l'esprit du jeu dans lequel on s'est engagé. Pour moi, c'est problématique. Alors, vous avez souligné l'importance de la primaire en partie, donc étant donné la montée du Front National, le fait qu'on a maintenant une troisième force politique qui peut rassembler un nombre d'électeurs assez important pour aller au second tour. Tribune devait recevoir en fin d'année dernière Florian Philippot, quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de sécurité, le mouvement Debout ayant bloqué l'accès à l'école. Et il y a un débat qui est né de ce non-débat, justement, c'était est-ce qu'on a bien fait d'inviter M. Philippot ou pas à l'ESCP? Est-ce qu'on peut le considérer comme un invité normal? Le FN est-il un parti normal? Alors moi, j'aime pas l'adjectif normal, hein, parce que le dernier politique qui nous a fait le coup du plan normal... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne veux pas rappeler les choses qui fâchent, mais c'est le mec qui nous a expliqué qu'il allait être un président normal, qu'il allait prendre le train, et puis qui a fait un train spécial avec des CRS sur tous les ponts. Enfin bon, la normalité en politique. Les politiques qui vous disent qu'ils sont normaux sont des grands menteurs. Hein. Pour faire ce métier, il ne faut pas être complètement normal, en fait. Donc il faut se méfier, parce que s'ils commencent à vous parler de leur normalité, ils sont déjà en train de vous mentir, et probablement ils vous mentiront sur autre chose. Donc on va écarter la question de la normalité. Pour moi, le FN n'est pas un parti comme les autres. Et d'ailleurs, je combats l'idée qui existe dans ma famille politique, et je la combats tellement d'ailleurs que j'ai écrit un livre pour le dénoncer, cette idée que le FN, ce serait juste la droite en un peu plus hard, qu'il y aurait comme une forme de continuité entre la droite et l'extrême droite. Que les uns seraient bleu clair et les autres bleu marine, par exemple. Qui est une idée que voudrait installer quelqu'un comme Marine Le Pen. Moi, je combats cette idée-là. Je pense qu'il y a une discontinuité fondamentale. C'est un parti qui vient d'ailleurs. C'est d'autres racines complètement différentes. Pour le coup, c'est d'autres valeurs. Après, il faut se mettre d'accord sur le terme valeur, mais en tout cas, c'est pas les mêmes. Et moi, je veux rien avoir à faire avec eux. Donc,
donc moi je combats cette idée qu'il y aurait une forme de continuité et que ce serait juste la même chose en plus sévère. Un thème de prédilection du Front National, c'est l'immigration. C'est un thème qui vous est cher aussi, vous en parlez dans votre livre, vous parlez de la jungle de Calais, et vous faites l'analyse que là où on voit une catastrophe humanitaire, vous voyez un des symptômes du déclin français. Et vous expliquez que si ces migrants sont à Calais, c'est avant tout parce que la France ne fait plus rêver, et parce qu'ils veulent rejoindre l'Angleterre. Alors j'ai du mal à m'exprimer. Parce que ce que je dis précisément sur le sujet, c'est qu'en France, on parle beaucoup d'immigration dans la politique. Et c'est un sujet qui n'est pas sans intérêt et sans importance. Et il y a bien des choses à dire sur l'immigration. Il y a les raisons pour lesquelles on vient, il y a les conditions dans lesquelles on vient. Et aujourd'hui, je ne trouve pas que la France ait une politique migratoire, et surtout je ne trouve pas que l'Europe ait une politique migratoire digne de ce nom. Mais, au moins, dans le mouvement d'immigration, il y a un désir de France. C'est souvent pas les bonnes conditions, c'est parfois pas les bonnes raisons, mais quelque part, il y a quand même un désir de France. Et il y a un mouvement que moi je trouve au moins aussi, qui devrait mobiliser au moins autant la classe politique, et qui est inquiétant, c'est le mouvement d'émigration. Immigration, ceux qui viennent, émigration, ceux qui partent. Mouvement d'émigration qui touche aujourd'hui toute une génération qui a envie de faire sa vie ailleurs, qui pense que sa réussite ne va pas pouvoir la trouver en France. Je dis pas que numériquement c'est très important. C'est pas encore un mouvement au sens d'une saignée. Mais dans la discussion, dans le désir, c'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents, d'autant que ce n'est pas du tout dans la culture et dans l'histoire française. La plupart des pays européens ont connu des vagues d'émigration. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ils ont tous connu des vagues d'émigration. Si on est beaucoup, et j'en fais partie dans la salle à avoir des noms étrangers, c'est justement parce que la France a accueilli une partie de ces vagues d'émigration. La France, dans l'histoire, n'a pas connu de vague d'émigration massive. Il y a eu quelques moments d'émigration qui étaient politiques, comme les immigrés de 1793, mais enfin, grosso modo, il n'y a pas eu de vague d'émigration massive. Ce n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. À travers l'histoire, la France, ça a été un pays où on venait. On venait pour des motifs économiques, on venait pour des motifs politiques. C'était un pays dont on rêvait. Pour différentes raisons, parce qu'on rêvait parce qu'on était dans la misère, on rêvait parce qu'on subissait l'oppression, mais la France c'était un pays qui attirait, et qui est aujourd'hui une génération qui envisage d'aller faire des études ailleurs, de les prolonger, chercher son premier job ailleurs, et pas que pour des motifs fiscaux, parce que ceux qui font la plonge à Londres, ils n'y sont pas pour des motifs fiscaux, sinon ils feraient pas des motifs fiscaux, pardon, sinon ils feraient pas la plonge. Qui est ce mouvement-là aujourd'hui, ça peut pas nous laisser indifférents, et c'est quelque chose dont je veux parler dans la primaire. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, c'est des questions un peu larges. D'un point de vue économique, donc il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle « Miser sur la liberté ». Donc, c'est un thème qui vous tient à cœur. Donc, on a entendu parler, par exemple, de l'ubérisation du monde du travail. Donc, vous souhaitez reléguer, par exemple, les CDI, CDD, entre guillemets, au second plan en encourageant le travail indépendant. J'ai bien lu pour le moment, normalement. Et donc, moi, deux problèmes se posent pour moi d'un point de vue économique. La couverture sociale qui est assez affaiblie avec ce genre de contrat, et des ouvriers qui vont devenir la variable d'ajustement à la conjoncture économique, étant donné que les entreprises, quand elles n'ont plus besoin d'eux, tout simplement, on ne renouvelle pas le contrat avec eux. Et donc, c'est donc les ouvriers qui sont la source, l'amortissement des fluctuations économiques. Alors non, les ouvriers, ils ont beaucoup souffert de la façon dont la France n'a pas su saisir le mouvement de la robotisation. Et malheureusement, ils ont pour partie à ce moment-là disparu. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'avenir des cols blancs, pas l'avenir des cols bleus. Donc c'est un sujet différent. Mais je vais venir à votre question, je vais reprendre le sujet autrement. On est en train de vivre une grande transformation. C'est le titre de mon bouquin. Nous avons changé de monde. On vit une grande transformation. C'est pas une option, cette transformation. Ça sert à rien de dire que c'est mal. C'est pas un débat moral, si vous voulez. La transformation numérique, c'est pas un débat moral, c'est pas bien ou mal, c'est en train de se passer. Et la question, c'est de savoir si on l'aborde de front et si on essaye d'en faire des opportunités. On a une classe politique, ça pourrait être le sous-titre de mon livre, Nous avons changé de monde, il est temps que la politique change aussi. On a une classe politique qui, pour l'essentiel, ne voit pas et ne veut pas voir cette grande transformation.
et qui fuit ce débat. Alors elle le fuit dans le débat moral, genre pour ou contre l'ubérisation, pour Uber ou les taxis. Elle le fuit dans les débats philosophiques et les polémiques vaines, genre pour ou contre le burkini, est-ce qu'on va faire une loi, et les Gaulois, et vous, est-ce que grand-papa était gaulois, enfin des trucs vraiment intéressants. Mais elle le fuit. Elle fuit cette actualité-là qui est celle de la société, qui est celle de l'économie. Moi, je pense que c'est une erreur, et c'est même une faute, parce qu'à la fuir, on laisse en jachère toutes les énergies, toutes les initiatives qui sont là dans la société. Parce que la société française, elle regorge d'énergie. Les Français, ils regorgent de créativité. Cette nouvelle ère qui arrive, ça peut être la leur, pourvu qu'on dessert quelques freins. Si j'applique ça au monde du travail, c'est la question du travail indépendant. Aujourd'hui, le monde politique débat sans fin des 35 heures, qui était quand même un débat de 2002, ou de la défiscalisation des heures sup, qui était quand même un débat de 2007. Ils en débattent sans fin, et ils passent à côté d'un sujet majeur du monde du travail aujourd'hui, auquel votre génération va être confrontée, qui est l'émergence du travail indépendant. Là aussi, on peut trouver que c'est bien ou que c'est pas bien, ça ne sert pas à grand-chose, c'est en train de se passer. Ça correspond à la fois aux valeurs d'une nouvelle génération, qui sont beaucoup dans l'autonomisation, aux besoins des entreprises qui veulent plus de souplesse, donc qui vont chercher de la prestation, à des nouvelles technologies qui permettent le télétravail, qui permettent le management par projet. C'est en train de se passer. Et le rôle du politique, plutôt que de se demander si c'est bien ou si c'est mal, et de parler d'autre chose, et les Gaulois, le rôle du politique, ça devrait être de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc vous avez posé la vraie question. Ça va arriver. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait quand même une protection sociale ? Voilà, moi, mes propositions, mon intérêt dans cette campagne, il est là. Mes propositions, elles portent là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour que cette nouvelle société qui est en train de naître, ça se passe pour le meilleur ? Comment est-ce qu'on peut, ensemble, avec ce mouvement, un mouvement un peu générationnel, porter une nouvelle France ? Pour moi, ça doit être ça, un des enjeux de la primaire. Et d'ailleurs, ça doit être ça l'enjeu de la campagne de 2017. Sinon, on restera encore dans des débats politiques sans fin et sans fond, et assez déconnectés de ce que sont les enjeux des Français au quotidien. Vous avez parlé des 35 heures, c'est un thème que vous abordez, vous voulez les supprimer, si j'ai bien lu le livre, si j'ai lu le bon livre. Vous voulez passer à la semaine, vous voulez en fait supprimer toute limite du temps de travail et maintenir que celle au niveau européen, c'est-à-dire les 48 heures. Non, en fait, je veux plus qu'il y ait, enfin vous avez bien lu, je crois que la durée légale uniforme du travail, aujourd'hui, c'est fini. Et d'ailleurs, dans les faits, c'est beaucoup fini. C'est-à-dire que quand vous regardez, écoutez un peu autour de vous, les durées de travail, en fait, c'est déjà très, très variable. En fonction, il y a beaucoup de souplesses qui ont été introduites. Et ça correspond à une réalité du monde du travail, une réalité de la vie. En fonction des âges de la vie, on a la possibilité ou l'envie de travailler plus ou moins. Dans un certain nombre de secteurs, en fonction des saisons, en fonction des commandes, en fonction des projets, on a en fait le besoin de travailler plus ou moins. Voilà, moi je pense que la durée unique fixée au niveau national, elle a vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de durée légale. Ça veut dire qu'on a un plafond européen, parce que ça sinon c'est le bagne. Et puis après, il y a une négociation qui se fait. Attention, c'est pas la mine. De toute façon, il y a un salaire horaire minimum. Donc de toute façon, on ne peut pas vous faire travailler 48 heures pour le même salaire que 35. Ça n'existe pas, ça. C'est juste qu'il y a une négociation qui se fait, et une négociation qui se fait au plus proche de l'emploi. Moi, je pense qu'en termes de durée légale, c'est ça l'avenir. Mais je le dis, le fait majeur du monde du travail aujourd'hui, c'est même pas ça. C'est même pas la négociation sur le temps de travail. C'est qu'il y a de plus en plus de boîtes. Et dans la nouvelle économie, c'est très frappant. Il y a une part très importante des gens qui travaillent pour les boîtes de nouvelle économie qui sont en fait en prestat, c'est-à-dire en travail indépendant. Le problème, c'est qu'on a un système qui n'est pas fait pour eux. On a un système qui, après la Seconde Guerre mondiale, a été entièrement construit sur le salariat. Tout a été reconstruit sur le salariat. Il n'y a pas de fatalité à ça. Le salariat sera peut-être une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Si vous regardez la vie au XIXe siècle, il y avait très peu de salariés. Et d'ailleurs, le salariat, c'était les damnés de la terre. C'était la part maudite. C'était ce que vous faisiez quand vous pouviez vraiment pas faire autrement. Dès que vous aviez un petit pécule, vous vous mettiez en indépendant. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, salarié, c'était la part maudite. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une inversion historique très rapide. Et on a reconstruit tout le monde du travail sur le salariat. Et pas seulement le monde du travail. On a reconstruit la protection sociale, le financement de la protection sociale. Tout ça, on l'a reconstruit sur la base du salariat. Est-ce qu'il y a une logique à ça ? Pas forcément.
Et aujourd'hui, alors qu'il y a du travail indépendant qui émerge pour toutes sortes de raisons, eh ben notre système n'est pas fait pour lui faire la meilleure place et n'est pas fait pour protéger ceux qui s'y adonnent. Donc si vous voulez être travailleur indépendant, c'est la galère. Vous allez commencer comme auto-entrepreneur. Après, vous allez, je vous le souhaite, rapidement atteindre le plafond du chiffre d'affaires, du statut de l'auto-entrepreneur. Là, vous allez changer, vous allez passer en entreprise unipersonnelle, etc. Peut-être qu'à un moment, vous ferez des contrats d'intérim. Vous allez tout essayer. Vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie en statut. À chaque fois que vous changerez de statut, vous perdrez des droits. Parce qu'en fait, on a un système qui pénalise énormément celui qui change de statut. Vous allez, en fin de carrière, vous retrouver à ne pas savoir du tout à quoi vous avez droit, parce que déjà, calculer sa retraite pour quelqu'un qui est resté toute la vie dans la même entreprise, c'est très compliqué dans le système actuel. Mais alors, en changeant plusieurs fois le statut, c'est mort. Et tout au long de cette carrière-là, vous aurez l'impression de payer très cher pour une protection sociale qui vous couvrira très mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une injustice, en fait. On punit celui qui est dans le statut d'indépendant, qui aujourd'hui, pourtant, représente une part de la modernité. Voilà, moi, je veux mettre fin à ça. Je veux tout simplement que celui-là ait des droits équivalents à ceux des autres. Alors justement, vous parliez de l'emploi, ce genre de choses. Vous êtes favorable à une dégressivité de l'assurance chômage en fonction du nombre d'offres valables d'emploi refusées, et ce, dès la première offre. C'est-à-dire que vous demandez à ce que les personnes au chômage ne peuvent pas refuser une offre d'emploi. Est-ce que finalement, ce n'est pas une double sanction ? Ils sont à la fois dans la difficulté, ils n'ont pas le choix. Non, parce que c'est pas comme ça que c'est appliqué, ce genre de choses-là. La question, en fait, c'est des choses qui sont assez difficiles à encadrer, mais c'est la question du refus abusif. Aujourd'hui, en fait, il y a un gros débat à droite sur la dégressivité. Moi, je dis attention à la dégressivité automatique. Travaillons déjà sur la dégressivité qui a un sens, qui est celle en fonction de la qualité de la recherche, en quelque sorte, enfin de l'intensité de la recherche. Mais je dois dire un mot plus pardon, j'ai l'esprit d'escalier, mais à partir de ce que vous dites. On a un gros problème sur la manière dont est organisée la recherche d'emploi en France aujourd'hui. J'espère que vous serez confrontés pas trop longtemps au sujet, mais c'est quand même très très mal organisé. Et ils font des efforts à Pôle emploi, hein. Je ne dis pas qu'ils n'essayent pas de se réformer, mais enfin, ils courent après un marché qui est en pleine transformation, et ils sont quand même très très loin derrière. Donc aujourd'hui, on a une situation aberrante dans laquelle Pôle emploi, ça coûte très cher, mais en gros, il y a une part modeste des Français qui trouvent leur emploi sur Pôle emploi. Vous avez la première marche de l'ubérisation qui est Le Bon Coin, avec toutes les annonces qu'il y a maintenant sur Le Bon Coin qui font qu'il y a énormément de mises en relation qui se font sur Le Bon Coin. Mais ça, c'est guère que la première marche, parce que le marché de l'emploi est en train d'être complètement ubérisé. Et vous avez des modèles qui se développent, qui sont vraiment intéressants dans des startups type GoJob, des boîtes comme ça, qui travaillent sur la recherche d'emploi à partir non pas d'un CV, mais d'une qualification, avec des modèles originaux dans lesquels vous avez des boîtes qui vous prennent en CDI et qui vous louent en intérimaire, avec des systèmes d'évaluation. C'est là que je parle d'ubérisation, parce que dans l'ubérisation, il y a de l'évaluation. Enfin bref, vous avez les nouveaux modèles d'emploi qui se développent, et moi je pense qu'une grande part des programmes politiques tels qu'ils sont élaborés aujourd'hui sur l'existant vont de toute façon être rapidement décalés par rapport à ce qui est en train de se passer sur le marché de l'emploi, qui nous amène beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut reconsidérer, au-delà de la question des programmes, il faut reconsidérer le rôle du politique dans la société d'aujourd'hui. Pendant longtemps, on a été dans un système très pyramidal dans lequel le politique vous disait à quoi le monde allait ressembler, comment ça allait être pour vous et ce qu'on allait faire ensemble. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut prétendre répondre à ces questions-là, et le politique ne peut pas vraiment y répondre pour la société. Le rôle du politique, c'est de regarder où sont les énergies et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Alors justement, à ce sujet, concernant le chômage et ce que peuvent faire les politiques, il y a une catégorie qui est particulièrement touchée par le chômage, c'est les moins de 25 ans, avec un taux de chômage de plus de 20% sur toute l'année 2016, souvent en lien avec des parcours scolaires assez chaotiques ou inadaptés justement aux besoins de l'économie. Il y a donc Laurent Wauquiez qui parlait, je cite, donc de supprimer les subventions aux formations fantaisistes comme celle de marionnettistes. Bon, c'est un exemple de marionnettiste. Donc c'est un exemple comme un autre. Est-ce que vous pensez, comme lui, que l'État doit totalement repenser les subventions en formation, totalement repenser son approche du système éducatif qu'on a en France et pour l'adapter justement aux nouvelles réalités de l'économie? Alors oui, mais c'est deux sujets différents. C'est-à-dire que la formation, quand on utilise le mot formation professionnelle,
En fait, on pense aussi à des formations toute la vie. Moi, je Formation crois continue. qu'aujourd'hui, notre système, c'est plus de 30 milliards par an qui va à la formation pro. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une compétence l'État doit y mettre son nez, la politique doit y mettre son nez. Dans un monde en pleine transformation, la formation, donc la possibilité de reconversion, la possibilité d'avoir une deuxième chance, c'est hyper important. Et aujourd'hui, le système n'est pas du tout au rendez-vous des enjeux. C'est-à-dire que vous avez plus de 30 milliards par an qui est investi dans la formation. Et en fait, vous avez l'essentiel de cet argent qui va dans la formation de gens qui sont déjà en activité, qui sont déjà insérés dans le marché de l'emploi et qui sont juste en train de se perfectionner pour le bénéfice de leur entreprise. Pourquoi pas, mais dans des proportions telles. En plus, quand vous regardez de près parmi ceux-là, quelles sont les entreprises dont les salariés bénéficient de la formation, c'est surtout les grosses. Parce qu'en fait, dans les petites, ils n'ont pas le temps. Et donc, c'est plutôt ceux qui sont déjà insérés, plutôt ceux qui sont CSP+, et qui sont déjà très diplômés, et plutôt les grosses. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent de la formation, il va pas là où on en aurait le plus besoin. Là où on aurait le plus besoin, c'est les jeunes, les gens qui sont au chômage, et les petites entreprises. On a un système qui est déformé à l'envers, en quelque sorte, de ce qu'il faudrait. Et ça, on peut le changer. Un exemple de moyen de le changer, l'argent, en fait, il est géré par des offices professionnels. On peut très bien, ces offices professionnels, ils sont labellisés par l'État. On peut très bien, je ne sais pas qui s'énerve là. On peut très bien soumettre la labellisation de l'État à un rééquilibrage des moyens au profit des chômeurs et au profit des jeunes. Il n'y a pas de fatalité. Quand vous regardez les chiffres, c'est hyper choquant. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'un système... On ne peut pas parler de privilégiés à propos de salariés qui travaillent, ce n'est pas le sujet. Mais vous avez l'impression d'un système dans lequel, en fait, l'argent n'est pas mis là où les besoins sont le plus criants. Donc il faut réallouer des ressources vers les petites entreprises, on l'a compris. Mais justement, une autre grande entreprise qui risque d'avoir un problème de reconversion, de formation, c'est les 400 salariés d'Alstom. Je suppose que c'est quelque chose que vous suivez assez particulièrement attentivement. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'État d'intervenir pour bloquer la fermeture de l'usine de Belfort? Et si oui, comment? Si vous voulez. Alors moi, je connais bien le sujet d'Alstom parce que j'ai travaillé chez Alstom, en fait. Avant de faire de la politique, j'ai travaillé 2 ans chez Alstom. Je trouve que il y a évidemment, on pourrait être tenté de dire on efface le passé et puis on regarde l'avenir. On va quand même, il faut tirer les leçons de ce qui s'est fait. Il y a vraiment un enchaînement d'erreurs et même de fautes du côté de l'État et du côté du management qui sont coupables. Du côté de l'État, par exemple, a voulu faire entrer Bouygues au capital parce que c'était la facilité pour lui. Il allait pouvoir faire des jeux de capitaux avec un partenaire qui s'y prêterait volontiers. Le problème, c'est que Bouygues a été un investisseur dormant chez Alstom. Donc on a perdu une chance d'avoir un partenaire stratégique. Et ça, c'est la faute de l'État. Ça a été la facilité pour l'État de choisir ça, et c'est la faute de l'État. Donc Alstom a perdu là une chance de pouvoir trouver un moyen de financer son développement. Autre erreur, l'erreur du management. Il a été question à un moment de rapprocher Alstom et Siemens. Le management n'a pas voulu. Le management, en fait, s'est fermé à ça. Ils ont préféré vendre leur activité énergie aux Américains. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Alstom n'a plus la surface financière pour pouvoir développer son business, et notamment le business transport qui lui reste. Et donc, ils se retrouvent dans l'impasse parce qu'ils sont dans un monde dans lequel ils gagnent des contrats à l'étranger. Mais aujourd'hui, les contrats à l'étranger, les gens vous demandent de fabriquer les trains et les locomotives sur place. Et donc, les contrats que vous gagnez à l'étranger, ils ne remplissent pas l'usine de Belfort. Donc, on est arrivé là à la suite d'un enchaînement de mauvaises décisions. Après, là, on est devant le sujet. Et moi, je trouvais ça tellement trop triste qu'on ferme l'usine de Belfort qui est symbolique, qui est un lieu d'excellence en plus, que je souhaite qu'il y ait une solution alternative qui soit trouvée. Mais je veux dire, c'est trop facile aujourd'hui.
les dirigeants qui nous disent « Oh, bah alors on découvre. Attendez, l'État, il est partie prenante de tout ça. Ça fait des années qu'il connaissait le problème. Et quand aujourd'hui le gouvernement nous dit « Oh, bah alors quand même, c'est du foutage de gueule, vraiment. » Du coup, maintenant, pour réparer entre guillemets donc, les erreurs du passé, est-ce qu'on fait des commandes publiques à Alstom? On commande des trains, même si on n'en a pas nécessairement besoin tout de suite? Bon, c'est par ailleurs un autre sujet, moi, sur lequel je suis très critique vis-à-vis de la politique de ce gouvernement sur le ferroviaire. C'est-à-dire, moi, je crois, j'ai été ministre, alors non pas du budget, mais du logement. Coucou. Mais par ailleurs, j'étais en effet aussi ministre des Transports. Donc j'avais la tutelle sur la SNCF, sur toutes ces boîtes-là. Et je me suis occupée notamment des projets ferroviaires. Donc qu'est-ce qu'on fait comme TGV, qu'est-ce qu'on fait comme ligne. Ce gouvernement a complètement laissé tomber le ferroviaire. C'est très curieux, hein. Ils sont à l'envers de leur propre histoire, parce que d'habitude, c'était la droite qui voulait libéraliser le ferroviaire, et la gauche, avec les cheminots et tout, qui voulait faire plein de trains. Ça s'est un peu inversé. Moi, c'était pas que du goût, je crois au ferroviaire. J'ai plutôt mené une politique qui était très pro-ferroviaire. Et là, on a un gouvernement qui a plutôt tout cassé dans le domaine du ferroviaire. Et oui, alors, c'est évidemment pas que ça le problème, mais enfin, quand on nous explique que la panacée, ça va être de se déplacer en car, vous savez, les cars, ils viennent en doublon sur des lignes qui sont déjà fragiles, qui sont des lignes de corail, de train corail en région. Et si vous le doublez avec des cars qui coûtent 2 fois moins cher, il y a un moment où la ligne, c'est fini. Et en effet, derrière, vous ne commanderez pas de train. Et, il faut savoir ce qu'on veut. Une politique ferroviaire, il y a forcément une part de soutien national derrière. C'est comme ça que le train s'est développé. Pourquoi ? Parce que c'est des réseaux. Et dès qu'il y a des réseaux et des questions de couverture du pays, avec des questions d'aménagement du territoire, il y a forcément une part de politique nationale. Et on ne peut pas juste tout casser et puis un jour faire semblant « Oh, bah c'est ballot, alors ça ne marche plus. » Bah oui, ça ne marche plus, tu es cassé. Un autre grand thème de votre campagne, c'est l'écologie. Et vous essayez d'amener un peu d'écologie à droite, parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est surtout défendu par la gauche. Et c'est une question que je vais vous poser. Abusif, ce que vous êtes Pourquoi ? en train de dire. C'est faux. Aujourd'hui, l'écologie n'est défendue par personne. Et c'est un drame. On parle quand même généralement d'alliance PS vert, jamais de l'alliance. Si vous parlez d'écologie, est-ce que c'est une appropriation de la gauche ou est-ce que c'est un rejet de la droite, si vous parlez d'écologie politique, il y a depuis les années 70 à gauche une frange très à gauche. À l'époque, c'était les maoïstes et qui se sont reconvertis dans le vert et qui ont en quelque sorte repris en main cette étiquette-là. Mais en termes d'écologie au sens de politique environnementale, il ne se passe strictement rien à gauche. C'est-à-dire que vous me direz quel est pour vous le bilan de la gauche, le bilan de Madame Royal en termes d'écologie. Il n'y a rien. Il y a une loi dite de transition énergétique qui donne... Attendez, il y a une loi dite de transition énergétique qui donne des objectifs genre à 2030 sans moyens. Vous pouvez la faire aussi quand vous voulez, hein, la loi comme ça. Et pour le reste, il y a la COP21 qui a été essentiellement l'œuvre de Laurent Fabius, au demeurant. Il y a la COP21 qui, je pense, a été une réussite diplomatique, mais avec très peu de suite au niveau national. Regardez le budget qu'ils sont en train de nous présenter sur l'écologie. C'est la bérésina. C'est-à-dire ce gouvernement, en termes de politique intérieure, oui, il y a une réussite diplomatique sur la COP21, mais en termes de politique intérieure, de politique nationale environnementale, n'aura rien fait en matière d'écologie. À droite, c'est autre chose. La droite a fait des choses en matière d'écologie, que ce soit sur la charte de l'environnement ou sur le Grenelle de l'environnement. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'une partie de la droite le renie et fasse comme si ça n'avait pas existé. Ou alors, on a ça aussi dans la primaire, on a des candidats qui ont comme seule politique écologique de vouloir détruire, non pas ce que les autres ont fait, mais ce que nous avons nous-mêmes fait, ce qui est quand même énorme. Parce que parfois, vous savez ça en politique, c'est-à-dire que vous avez ceux qui arrivent, qui ont comme politique et comme proposition de vouloir détruire ce qu'ont fait les précédents. C'est ce qu'a fait François Hollande avec Nicolas Sarkozy. C'est pas très malin, ça s'appelle la politique de l'essuie-glace. Mais à la limite, on peut encore trouver une logique. Et voilà, le nouveau, il arrive, il veut détruire ce qu'a fait celui d'avant. Mais qu'on ait pour projet de vouloir détruire ce qu'on a fait soi-même de mandat avant, ça c'est vachement spécial. Ça c'est puissant. Vous étiez en mars 2014 candidate à la mairie de Paris. Vous êtes attaché à cette ville qui vous a vu naître. Et il y a en ce moment de grands projets pour Paris. Il y a le projet du Grand Paris, la candidature aux Jeux Olympiques de 2024.
Et finalement, l'État se concentre beaucoup sur Paris. Et la France est souvent critiquée pour la taille immense de l'agglomération parisienne et l'oubli un peu des territoires. François Hollande a annoncé une baisse de moitié de la dotation aux collectivités territoriales. Et ma question, elle est simple. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu les territoires? Est-ce que c'est pas une erreur de se concentrer trop sur Paris? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'oubli des territoires en ce moment. Je suis particulièrement critique à l'égard de la loi NOTRe, qui est une loi de réorganisation territoriale. Ceci dit, c'est pas l'un contre l'autre, parce que ce qu'ils font sur Paris, c'est pas génial non plus. Non mais sur Paris, il y a un grand enjeu qui est de créer un vrai ensemble, de faire respirer, de faire en sorte que faire fonctionner Paris avec sa banlieue, sa petite couronne et sa grande couronne. Ça devait être le projet du Grand Paris, c'est complètement raté. C'est raté du fait de l'architecture institutionnelle qui est ratée. C'est raté du fait récemment de l'attitude de la maire de Paris qui, quand elle fait ce qu'elle fait en fermant les berges d'un coup et en se mettant tous les élus du Val-de-Marne, par exemple, à dos et sans les concerter, n'est pas au rendez-vous de cette ambition-là non plus. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que les territoires sont abandonnés au profit de Paris. Aujourd'hui, il y a une politique territoriale qui est menée par ce gouvernement qui est sans queue ni tête. On l'a vu sur des épisodes frappants quand Hollande a redécoupé la carte des régions sur un coin de table. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des cartes de régions successives qui sont sorties à 3 jours d'intervalle et on a appris que Ségolène Royal n'était pas contente à cause de je ne sais pas quoi, les pays de la Loire qui n'étaient pas là où il fallait. Et donc finalement, enfin en gros, ça s'est arrangé entre copains, leur affaire. Et puis on a vu sortir une carte des régions de France et c'est comme ça qu'a été redécoupée la carte des régions de France. Le Drian a voulu absolument rester à 4 départements et pas à 5 départements en Bretagne. Enfin, il y a eu des histoires de ce genre-là. Bon, on a l'impression que ce gouvernement n'a pas vraiment de politique territoriale. Et ça, c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on remette l'ouvrage sur le métier, que ce soit sur Paris et sa région, où il faut vraiment tout redéfinir. Franchement, ce qui a été fait de créer une métropole de Grand Paris, une nouvelle structure, une nouvelle couche, sans supprimer aucune couche. Mais si vous saviez, parce que c'est des salaires, c'est des postes, c'est des réunions, c'est des commissions. C'est un truc très lourd. C'est une grosse institution sans supprimer aucune des institutions existantes. Et pour le moment, avec très peu de perspectives. Et finalement, une majorité de gens qui, 1 an après sa création, veulent la supprimer. Quelle réussite! Donc, vous avez parlé donc de cette mairie de Paris avec Baptiste. Mairie de Paris, donc, c'était une défaite aux élections, une première pour vous dans votre carrière. Comment on se relève d'une défaite comme ceci? La carrière a été la campagne a été éprouvante. Elle a été difficile, notamment d'un point de vue personnel, comme vous l'expliquez dans ce livre. Pour une défaite qui fut loin d'être écrasante, vous êtes désormais chef de file de l'opposition à la mairie de Paris. Vous dites qu'elle vous a beaucoup appris cette défaite. Si c'était à refaire cette campagne pour la mairie de Paris, est-ce que vous la feriez différemment? Bon, il y a un problème à Paris, qui est le problème fondamental à Paris, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire que Paris a un mode de scrutin par arrondissement qui fait qu'en fait, pour gagner Paris, la droite doit faire grosso modo 54% des voix. Ça ne suffit pas de faire plus que la gauche. Ce qu'on a fait, il faut faire beaucoup plus. Et il faut faire beaucoup plus parce qu'en fait, les voix droites sont concentrées dans certains arrondissements et dans la manière dont c'est redécoupé, c'est très difficile à gagner. Donc il y avait ce problème fondamental. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a fait tout bien. On a eu plusieurs problèmes. Moi, je dirais qu'on a dû partir trop tard. Pourquoi? Parce que François Fillon, Jean-Louis Borloo hésitaient de savoir s'ils pouvaient y aller ou pas. Donc du coup, on a lancé la campagne tard. Ça a été un premier problème. Deuxième problème, il y a eu de la guerre interne à droite, il y a eu de la guerre civile. Moi, je voulais renouveler un certain nombre d'arrondissements. Et ça a été la bataille pour renouveler ces arrondissements-là. Et le 5e, le 8e. Et évidemment, la guerre civile, c'est ce qu'il y a de plus violent, c'est ce qu'il y a de plus sanglant. Donc ça nous a minés. Puis troisième problème qui est plus personnel, moi j'ai mis toute mon énergie dans cette campagne. Et en fait, c'est une campagne longue. Et je pense qu'il faut phaser un petit peu plus les choses. Il faut s'organiser pour en garder un petit peu sous le pied. Il ne faut pas essayer de tout faire tout le temps à 100%, parce qu'en fait, les électeurs eux-mêmes ne sont pas tout le temps à 100%. Et donc, il faut tenir compte de leur rythme et pouvoir aussi se préserver un peu plus soi-même.
Donc moi-même, en termes d'organisation, je m'organiserai différemment. Justement, donc, au sein de cette mairie de Paris, on a des opérations qui sont très médiatisées en ce moment, notamment celles contre les voitures, entre guillemets, pour piétoniser le centre de la capitale. Comment vous vous positionnez sur ces sujets de mobilité notamment? Moi, je suis pour la réduction de la place de la voiture à Paris. Je trouve que c'est le sens de l'histoire d'avoir une réduction de la place de la voiture dans le cœur des villes. Et d'ailleurs, j'ai proposé un projet en ce sens. Mais mon projet, il diffère de celui d'Anne Hidalgo de deux manières fondamentales. La première, c'est qu'il est phasé dans le temps. Et phasé dans le temps, ça permet de se donner le temps de la concertation, parce qu'il n'y a pas à traiter, notamment les maires et les élus de banlieue, avec le mépris avec lequel elle les traite. C'est insensé, cette manière dont elle agit, en fermant en fait leur voie majeure de circulation dans Paris, les habitants du Val-de-Marne, sans même leur en parler. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que tout le Val-de-Marne, qui est un département communiste, donc c'est pas tout le Val-de-Marne, a voté contre la piétonisation des voies sur berge. Donc je l'aurais fait en le faisant dans le temps, ce qui permet de faire émerger des alternatives. Parce qu'on ne peut pas couper comme ça la route qu'utilisent les gens sans leur proposer des alternatives. Ce qui est ce qu'elle fait là, elle coupe d'un coup. Et puis deuxième différence, moi je pense qu'il y a des endroits où ça vaut le coup de fermer les quais bas et des endroits où ça vaut le coup de fermer les quais hauts. Pourquoi ? Parce que la rive droite, c'est magnifique. Il y a une commercialité des quais hauts qu'il n'y avait pas du tout sur la rive gauche. Il y a les bouquinistes, il y a les cafés, il y a le quai de la Mégisserie, il y a le quai de l'hôtel de ville. Ça vaut le coup à ces endroits-là d'avoir les voitures qui roulent en bas et d'avoir une vraie promenade en haut. Et ce que je dis là, ça vous permet d'avoir des systèmes, les voitures sont tantôt sur le quai bas, tantôt sur le quai haut. Et donc ça vous permet de laisser les voitures dans les tunnels. Parce que dans le projet qu'ils sont en train de mettre en place, on a fermé les tunnels. Et ça, c'est vraiment idiot. Vous avez au niveau des Tuileries un tunnel qui fait 800 mètres. Ça fait 800 mètres. Ça a coûté plusieurs millions d'euros pour le refaire parce qu'il y a quelques années, il a fallu le mettre aux normes Mont-Blanc. Vous savez, les normes Mont-Blanc, c'est une nouvelle norme de sécurité dans les tunnels. Donc ça a coûté beaucoup d'argent. Et bien ce tunnel est désormais fermé à la circulation. Donc pendant que les voitures sont au-dessus, là où c'est joli, à polluer et à klaxonner, sur le quai qui longe les Tuileries et le Louvre, et bien en dessous, c'est fermé à la circulation. Et bientôt, vous allez pouvoir y faire du ping-pong. C'est super, dans un tunnel de 800 mètres. Pendant qu'à côté, il y aura des voitures de pompiers et de police qui rouleront, parce que quand même, ils ont une obligation de garder une voie réservée pour les voitures de pompiers et de police. C'est vraiment génial. Donc c'est absurde, évidemment. On a voulu faire le plus vite possible la même chose que sur la rive gauche, et ce faisant, en fait, on n'utilise pas au mieux l'espace. Et quand l'espace est magnifique, comme il est sur la rive droite à Paris, c'est vraiment dommage, quoi. Donc on voit que la bonne ambiance règne à la mairie de Paris. On va bientôt. Je ne vois pas au ping-pong ensemble en tunnel de Tuileries. Je sais que donc ça vous tient à cœur de répondre aux questions du public. C'est pour ça qu'on va. Une dernière question un peu plus personnelle. En lisant votre livre, j'ai cru reconnaître un peu de Valéry Giscard d'Estaing dans l'ouvrage. Notamment quand il critique la volonté de faire table rase du passé comme les Le dernier roman qu'a écrit, ou le dernier livre qu'a écrit Valéry Giscard d'Estaing, c'était un bouquin plus ou moins érotique. Je ne parle pas du même, je ne l'ai pas lu celui-là. Je ne l'ai pas lu celui-là, mais si vous me le recommandez, je peux le... Je vais vous parler donc de l'ouvrage Les Français, donc Les Français intitulé très modestement Les Français. Il critique la volonté de faire table rase du passé comme les révolutionnaires et en préférant la métamorphose des matrices qui vont servir, des métamorphoses du passé qui vont servir de matrice pour le changement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous inspire, Valéry Giscard d'Estaing ? Est-ce que c'est votre... Alors écoutez, j'ai la chance de connaître un peu Valéry Giscard d'Estaing, d'avoir discuté de temps en temps avec lui, et c'est quelqu'un de remarquablement intelligent et lumineux dans ses explications. Il est notamment passionnant quand il parle de l'Europe. Après, dans son histoire et dans son parcours, il a eu finalement une espèce d'épisode curieux parce que il a témoigné d'une très grande modernité dans un certain nombre de choix politiques, tout en le faisant dans un style qui, lui, a fini par heurter et qui n'a pas été vécu justement comme fondamentalement moderne, au contraire. Donc il y a un paradoxe dans le personnage. Mais oui, c'est une personnalité intéressante. Et je vous recommande, si vous avez l'occasion
soit de l'inviter, soit d'aller l'écouter. Il était venu il y a quelques années. Il était venu il y a quelques années, c'est une personnalité passionnante. Donc justement, je me permets de rebondir sur le sujet de l'Europe, où vous avez donc vous louez les propositions de M. Giscard d'Estaing et ses idées sur l'Europe. Pour vous, est-ce qu'il faut aller vers plus de fédéralisme en Europe? Quelle est votre position à ce sujet? À quel horizon peut-on penser à une Europe un peu plus politique et non uniquement monétaire? Moi, je suis favorable à une intégration plus poussée en Europe. Je pense qu'il y aura des progrès à faire sur l'intégration politique. Par exemple, moi, je souhaite qu'à terme, on ait une seule liste par parti européenne pour les élections européennes. Le fait d'avoir des listes nationales, ça donne lieu à n'importe quoi. C'est-à-dire, ça donne lieu à du recasage, en fait, de tous ceux qu'on n'a pas pu mettre dans le suffrage universel. Donc des gens qui sont moyennement motivés pour aller à Bruxelles. Et puis des problèmes de cohérence, parce que comme c'est des listes nationales, après, il faut que les gens s'associent pour faire des groupes. Donc vous retrouvez aujourd'hui, par exemple, le parti de droite européen, c'est le Parti populaire européen. Vous retrouvez avec des partis associés qui sont moi des gens avec lesquels j'ai moyennement envie de travailler. Donc il faut homogénéiser le système politique en On pourrait Europe. avoir une liste, et ça obligerait à avoir des programmes européens. Vous auriez une liste européenne sur laquelle vous auriez des candidats de différentes nationalités. On se débrouillerait pour que dans l'ordre du tableau, il y en ait de toutes les nationalités, donc que tout le monde soit représenté, mais on voterait vraiment pour des projets européens. Voilà un exemple de choses à faire en termes de politique européenne. Maintenant, à court terme, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut que l'Europe se rende utile et donc aimable en quelque sorte sur des nouveaux sujets. Les sujets qui sont les sujets du moment. C'est-à-dire que l'Europe a su se construire sur des politiques très ambitieuses, sur des sujets qui n'étaient pas faciles à l'époque. Quand elle a fait la politique agricole commune, l'agriculture, c'était une part considérable de l'économie nationale. Il y avait des systèmes agraires très différents. Et pourtant, l'Europe, elle a réussi ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle manque terriblement d'ambition. Mais aujourd'hui, on a des sujets d'urgence. Aujourd'hui, on a la question des migrants. On a besoin d'une politique migratoire commune. On a la lutte contre le terrorisme. On voudrait une politique commune de lutte contre le terrorisme. Donc il y a matière aujourd'hui à avoir des nouvelles grandes politiques européennes sur les sujets qui sont les sujets du moment et de l'actualité. Avant de passer aux questions du public, on va faire une petite séquence avec des questions rapides et auxquelles on a des questions Vous allez très voir rapides, cette petite nouveauté tribune par rapport à la auxquelles dernière on attend fois des où- réponses très rapides aussi. Si vous étiez... Non, faut pas dire ça. Si vous étiez un monument français, parisien évidemment, le Mont Saint-Michel. Si vous étiez un roman, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Vous avez lu Le Maître et Marguerite? C'est un roman sur la rédemption. C'est magnifique. Le Maître et Marguerite. Notez, commandez, lisez. C'est super, vous ne serez pas déçus. Non mais franchement, vous trouvez, enfin, je vous assure, vous m'en voudrez pas. Si vous étiez une loi, Moi je suis le Grenelle. le Grenelle évidemment, et une entreprise française, une petite start-up, Comme ça, une dans petite. le numérique, Une belle start-up. une belle start-up, Une start-up Petite. quoi. une start-up dans le numérique. Mais d'ailleurs, mon équipe est organisée, il y a quelques membres ici qui peuvent témoigner, mon équipe est organisée en mode start-up. C'est-à-dire que Start-up. c'est très participatif, on gagne rien, on travaille beaucoup et on est plein d'espérance. Je vois Natacha et Iris là-bas qui se marrent, avec à leur côté Paul et Olivia. Vous voyez, ils sont là-bas, ils font tous une rangée, ils peuvent témoigner. Fast and Curious, donc deuxième partie de notre petit... Vous allez devoir choisir entre... Morano et Modiano. Pour lire Modiano et pour discuter, on peut discuter avec Nadine, contrairement à ce que les gens croient. Et plus caricaturée qu'elle n'est en vrai. Sarkozy ou Juppé. Vous avez un buzzer évidemment. Non, mais c'est un sujet qui pourrait se poser éventuellement à l'avenir, peut-être à l'occasion d'un deuxième tour et qui trouvera réponse à ce moment-là. Donald Trump ou Newton Ross. Non, c'est terrible. Là. On connaît la réponse. Burkini ou Balkany? Est-ce que c'est Balkany en Burkini? Est-ce que c'est compliqué là. C'est envisageable. Marne-la-Vallée ou la Silicon Valley? Et moi, j'aimerais tellement que Marne-la-Vallée soit la Silicon Valley. Enfin, j'aimerais tellement mixer les deux en fait. Tinder ou Uber? Enfin,
Enfin, tout ça, c'est pas pour faire la même chose, quoi. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a envie de vous dire, mais pourquoi faire? Vous utilisez les deux? J'utilise plus souvent Uber. Alors là aussi, on peut faire un mélange des deux. Christine Boutin, le Boutin. En marche ou en métro? En ce moment, c'est les deux. Les Républicains ou l'UMP? Un peu plus sérieux. Moi, je trouvais ça bien de changer de nom parce que l'UMP, en fait, c'est un nom, c'est un sigle. Au début, vous vous souvenez probablement pas, en 2002, l'UMP s'est créé par fusion du RPR et du l'UDF. On aime beaucoup les sigles à droite. Déjà, le RPR, l'UDF et DL ont fusionné pour créer l'UMP. Et à l'époque, ça voulait dire Union pour la majorité présidentielle. Et après, c'était après la présidentielle, on a voulu changer le nom, mais en gardant le sigle, peut-être pour pas changer le papier à lettres. Et donc, on a pris les mots UMP et on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir écrire avec. Et c'est devenu Union pour un mouvement populaire. Et honnêtement, si un jour vous êtes confronté au délicat problème de choisir un nom pour votre boîte, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas choisir le sigle avant et après se demander quel mot vous allez mettre dans le sigle, parce qu'on trouve rarement des trucs vraiment pertinents, quoi. Donc je pense qu'il fallait changer. Les Républicains, donc. Les quartiers ou les quartiers? Ah, les montres bah, c'est pas le même usage, pareil. Marine ou Jean-Marie? C'est pareil. C'est pareil. Couffarisme ou bravitude? Alors là, c'est pas pareil. Non, mais attendez, je vais vous expliquer ça, parce que c'est intéressant. Il y a eu un débat au sujet du couffarisme. J'ai utilisé le mot couffarisme dans l'exposé d'une proposition de loi, l'exposé des motifs d'une proposition de loi. La façon dont c'est construit une proposition de loi, c'est que vous commencez par l'exposé des motifs qui vous dit en gros, on dit en gros pourquoi on fait ça, quel est le contexte et tout. Et puis après, vous avez le texte de loi lui-même, qui est un texte assez sec et très juridique. Moi, j'ai déposé une proposition de loi qui sera débattue le 13 octobre à l'Assemblée nationale sur la lutte, en fait, contre les idéologies qui servent de terreau à la radicalisation. Le texte de la proposition de loi est très juridique. Donc on n'utilise par exemple aucun terme, ni religieux, ni sociologique, ni rien du tout, qui sont toujours des trucs qui sont un peu contentieux, parce qu'on ne sait jamais comment on va les définir. L'exposé des motifs, lui, reprend différents termes qui sont dans l'actualité, qui sont des termes soit qui qualifient des mouvements religieux, soit, pour l'un d'entre eux, qui qualifient en fait un mouvement, des pratiques identitaires, qui est un terme qui est utilisé par les associations. Et à peine je l'ai utilisé, que je me suis pris une polémique avec des gens qui disaient « mais c'est pas un terme religieux ». Mais non, c'est pas un terme religieux. Le salafisme, le wahhabisme sont des termes religieux. Le kouffarisme, c'est un terme qui est utilisé dans le milieu associatif pour décrire un comportement qui vise à décrire un comportement en fait qui consiste à couper le monde en deux, les koufars et les autres, et à vouloir, par toutes sortes de manifestations et toutes sortes de pratiques, se séparer des fameux koufars, des koufars étant les mécréants. Et j'ai trouvé que ça témoignait, cette polémique quand même, du fait qu'on était encore un pays qui était très marqué par le côté universitaire, quoi. Tant que vous n'avez pas la validation du... Sauf que sur ces sujets-là, les associations de terrain, elles vont plus vite que l'université. Merci, Madame Kosciusko-Morizet. On va pouvoir passer aux questions du public. Bonsoir. Vous défendez la cause des femmes en étant la seule femme candidate à la primaire de la droite, et la France n'a jamais eu de femme comme présidente de la République. Alors pour vous, est-ce que ce serait un progrès si la France élisait une femme à sa tête en 2017 ? Et si oui, est-ce que ce serait le cas si cette femme c'était Marine Le Pen ? La réponse est dans la question, c'est non. Et c'est bien la preuve qu'en fait, c'est la question de savoir si c'est une femme ou pas une femme épuise pas le débat. C'est une question qui est très compliquée. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime pas trop être renvoyée à la condition de femme, à la question de genre,
comme si c'était la première question, et ça devient vite après dans le débat la question exclusive. Et je me suis souvent battue contre ça. J'ai travaillé, étudié dans des milieux qui étaient plutôt des milieux d'hommes. J'ai été dans des prépas où il y avait 10% de filles, dans des écoles d'ingénieurs où il y avait 10% de filles. J'ai fait un service militaire. Je me suis retrouvée en politique, dans des bureaux politiques où il y avait 5% de filles. Donc j'ai plutôt cherché à cultiver l'indifférence que la différence. Après, c'est quand même une réalité que le monde politique français et d'une manière générale, les milieux de pouvoir en France sont très fermés vis-à-vis des femmes et qu'il y a un vrai plafond de verre. Et que c'est un problème. C'est un problème parce qu'un milieu qui n'est pas mixte, il est moins créatif. C'est un problème parce que c'est une injustice. C'est un problème parce qu'en fait, c'est un appauvrissement. Donc moi, je suis dans cette espèce d'ambiguïté, comme beaucoup de femmes, de dire on ne veut pas se retrouver à mettre cet argument-là en avant. Et en même temps, il y a quand même un problème. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre qu'on est et les remarques qu'on se prend parfois. Et donc, on est obligé à la fois de se battre là-dessus et en même temps, on ne veut pas se battre que là-dessus. Et c'est pour ça que ma réponse n'est pas univoque à votre question. Moi, j'aimerais que les femmes prennent plus d'espace dans la vie publique en France. C'est vrai dans la politique, mais c'est vrai aussi dans tous les lieux de pouvoir. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on se retrouve dans un monde dans lequel on met cet argument-là exclusif en avant et donc on se retrouve aussi renvoyé, nous, à cet argument-là. C'est la raison aussi pour laquelle, quand on me demande mais est-ce que le pouvoir féminin, ce serait vraiment différent et tout, j'ai tendance à calmer le jeu et à dire faut faire gaffe avec les arguments, comme quoi c'est différent. Ça commence toujours bien. On vous explique que vous êtes plus douce, que vous êtes plus sympa, que vous êtes très branchée sur les questions d'intérêt général, que d'ailleurs vous élevez les enfants. Et puis après, on finit par vous dire que du coup, vous pouvez gagner moins puisque vous êtes beaucoup plus branchée sur l'intérêt général. Enfin, ce genre de truc-là. Donc ça commence toujours bien et ça finit toujours mal, ce genre de discours. En même temps, il y a une réalité qui est que il y a des différences de genre sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur les représentations de pouvoir. Moi, ça m'a toujours très frappée. Les femmes sont moins branchées sur les représentations de pouvoir. Les femmes sont moins branchées sur les symboles du pouvoir. Elles ont une relation différente, en fait, avec ces choses-là. Par exemple, ça se mesure. Quand vous êtes parlementaire, vous devez transmettre les demandes de Légion d'honneur à la chancellerie, enfin à la préfecture, puis à la chancellerie. Donc vous êtes le récipiendaire dans votre circonscription des dossiers de décoration. C'est vrai pour la Légion d'honneur, pas que pour la Légion d'honneur. C'est vrai pour l'Ordre du Mérite, pour toutes les décorations. Et bien, vous voyez, en plusieurs mandats de parlementaire, il ne m'est jamais arrivé qu'une femme vienne me demander une décoration. Précisément, ça m'est arrivé une fois, c'est une femme qui venait demander une décoration pour son père. Voilà, il y a des sujets, alors vous me direz c'est anecdotique, bon, mais il y a des sujets dans la relation avec le pouvoir sur lesquels le fait est qu'il y a un effet de genre. C'est une réalité. Bonsoir. Le fait que la primaire soit ouverte, comme vous l'avez dit, alimente plus ou moins fortement un vote anti-Sarkozy. Et objectivement, pour vous, cela profite à quel candidat ou à quelle candidate le plus ? Alors, personne ne sait encore qui va aller voter à la primaire. Hein. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, il y a beaucoup de sondages. Et personne n'en sait rien. Et d'ailleurs, moi, je pense que la plupart des intéressés ne le savent pas. Si on faisait un sondage dans cette salle pour savoir qui a l'intention d'aller voter à la primaire, et puis si on regardait ex post qui sera vraiment allé voter à la primaire, je suis sûre qu'il y aurait des grosses variations entre aujourd'hui et le jour du vote. Parce que ça dépend des thématiques, ça dépend de ce qui va se passer dans les débats. Donc je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il va se mobiliser pour la primaire. Maintenant, moi, j'ai un souhait. Je ne sais pas qui va se mobiliser pour la primaire, mais je sais qui je veux qui se mobilise pour la primaire. Je veux que se mobilisent pour la primaire tous ceux qui veulent l'alternance et qu'il y ait un max de Français qui viennent voter. Certains candidats font des calculs et des paris sur le fait qu'il y en ait le moins possible, que l'électorat soit le plus restreint possible. Le parti, d'ailleurs, il participe en faisant très peu de publicité sur le fait que tout le monde peut aller voter à la primaire. Moi, je pense que c'est une erreur. On a besoin qu'il y ait beaucoup de candidats qui viennent voter à la primaire. Plus il y aura de candidats, plus le gagnant, quel qu'il soit, sera légitime, sera fort à rassembler la famille politique, à éviter qu'il y ait des dissidences hors primaire. Derrière, à avoir la dynamique pour aller gagner l'élection présidentielle et à avoir la force
pour aller transformer la France. Ça fait vraiment une différence. S'il y a 3 ou 4 millions ou s'il y a 1,5 million, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas la même dynamique. Et je trouve que les uns et les autres feraient bien de remiser leurs calculs sur à qui ça profite, qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins, pour se mettre tous ensemble à l'ouvrage, pour faire en sorte qu'il y en ait un maximum. Surtout que personne ne peut savoir à qui ça a profité, parce qu'en fait, c'est très compliqué à sonder une primaire. Très compliqué. Et d'ailleurs, quand vous regardez les sondages de 2011 sur la primaire socialiste, ils s'étaient bien trompés sur certains candidats, et jusque sur les derniers sondages. Et pour vous, le bobo de gauche qui ne veut pas voter Sarkozy, il voterait plutôt Alain Juppé ou vous? D'abord, c'est son choix, au bobo de gauche, comme vous dites. Et puis, je voudrais dire un truc là-dessus. Il y a une polémique qui se développe à droite de gens qui disent « Ah, mais il faut absolument qu'on ait personne de gauche qui vienne voter. » Et moi, je trouve ça très, très, très malsain. D'abord, je trouve que tous les discours qui voudraient qu'il faille être chimiquement pur pour avoir le droit de participer, chimiquement pur politiquement, genre il faut être de droite depuis quelle génération pour avoir le droit de participer, je ne sais pas très bien à quoi ça rime. Et j'ajoute que c'est politiquement très dangereux, parce qu'en 2012, il y a 18 millions de Français qui ont voté Hollande. Et on a été minoritaire. Et si on s'adresse aux Français en disant « Ah, il n'y a que ceux qui ont voté Sarkozy en 2012 qui ont le droit de venir participer aujourd'hui », eh ben, on se rétrécit quand même beaucoup. Il y a un tas de Français, même une majorité de Français, qui ont voté Hollande et qui aujourd'hui sont déçus. Moi, je veux qu'ils viennent. Je veux qu'ils viennent participer, je veux qu'ils viennent se mobiliser, je veux qu'ils viennent construire la suite. Et on ne va pas leur dire « vous êtes damnés pour l'éternité » sous prétexte que vous vous êtes trompés en 2012. Si on leur dit ça, on n'a aucune chance de gagner 2017. C'est arithmétique. En 2012, on a fait 47,5%. Si on refuse d'aller chercher des voix du côté de ceux qui ont voté Hollande, on refera 47,5%. Donc ce n'est pas une bonne solution. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose qui devrait être entendu par tous les candidats. Il y a trop de petits calculs sur je ne veux pas que ce soit ceux-là qui viennent voter, je veux plus que ce soit celui-là. Il faut qu'il y en ait un maximum qui viennent voter, et puis c'est tout. Bonsoir. Il me semble que tout à l'heure, quand on parlait de votre livre, il y a une question que vous avez un petit peu esquivée. C'est la question de l'immigration, la question de Calais. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus, avoir votre opinion. Moi, j'esquive aucune question, vous ne me connaissez pas très bien. Revenez, jeune homme. Sur Calais, il y a un désastre humanitaire en cours à Calais. Et la volonté d'évacuer Calais et de trouver, la jungle je veux dire, et de trouver des solutions humanitaires au désastre en cours est légitime. Là où il y a un problème, c'est qu'en fait, le gouvernement n'est pas en train de mettre en place une solution au problème, il est en train de mettre en place une dissolution du problème. C'est-à-dire, il le dissout dans différents lieux, mais sans lui apporter de solution. La solution, c'est d'abord d'être clair sur ce que c'est que notre politique nationale. Notre politique nationale, pour moi, ça doit être l'accueil inconditionnel pour les demandeurs d'asile, parce que c'est notre tradition et nos valeurs, mais du coup, une vraie fermeté vis-à-vis des déboutés du droit d'asile, et le temps qu'on doit faire face à la crise migratoire, et donc on accueille des demandeurs d'asile, une vraie restriction sur l'immigration économique et sur les conditions d'immigration familiale. Et c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse traîner les demandes d'asile, il y a des délais qui sont très longs, in fine, il y a 80% des gens qui sont déboutés, et parmi ceux qui sont déboutés, il n'y en a que 5% qui sont raccompagnés à la frontière. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas véritablement de politique migratoire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit très clair, qu'on puisse être généreux avec ceux qui remplissent les critères qui sont ceux qu'on se fixe, et en même temps, la condition, c'est qu'on soit ferme avec ceux qui n'entrent pas dans ces critères-là. Et la politique qui est mise en place par le gouvernement, c'est pas du tout ça, c'est la dissolution du problème. Deuxième remarque, de toute façon, ça ne fonctionne que dans le cadre d'une politique européenne forte. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique européenne migratoire. Et ça, c'est un grand vide. C'est-à-dire qu'on a fait avec Schengen une politique dans laquelle on organisait la libre circulation, mais on ne se mettait pas d'accord sur les conditions pour entrer et les conditions pour rester. C'est quand même très étrange. Et là, il y a une urgence à refonder l'Europe sur une politique migratoire. Et la solution n'est pas à dire qu'on va refermer les frontières, il n'y a qu'à regarder la carte de toute façon.
frontières, elles ont rarement été vraiment fermées en France. C'est compliqué de fermer la frontière en France. On n'est pas une île. Donc on a besoin, nous particulièrement, d'une politique migratoire solide aux frontières de l'Europe. Et pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais juste rebondir sur la question des primaires de tout à l'heure. Et est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, avec ces primaires ouvertes, d'un anti-choix, finalement, un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu en 2012, avec finalement un vote contre M. Sarkozy plutôt qu'un vote pour M. Hollande, et qui a engendré ensuite, pendant 5 ans, de nombreux mécontentements au sein d'une majorité qui avait, soi-disant, voté pour M. Hollande. Alors, moi, j'ai peur d'un anti-choix, mais à l'occasion de la présidentielle. C'est-à-dire que la primaire, il ne change rien. Moi, je dis souvent que je ne veux pas qu'on fasse en 2017 comme les socialistes ont fait en 2012. C'est-à-dire, ils ont gagné, vous me direz, c'est toujours mieux de gagner, mais ils ont gagné à la faveur d'un rejet, en effet, et je ne veux pas qu'on profite juste du mouvement de balancier en 2017. En 2012, les Français ne voulaient plus Sarko, ils ont voté Hollande. Je ne veux pas qu'en 2017, ils ne veulent plus Hollande et ils votent pour le candidat qui sera issu de la primaire, quel qu'il soit, mais sans que les débats de fond aient été tranchés, sans qu'il y ait un projet, sans qu'il y ait une vision, sans qu'il y ait une espérance, sans qu'il y ait un enthousiasme. Sinon, on ne pourra pas faire tellement mieux que ce qu'ils ont fait. Donc oui, il y a un risque là, qui est un risque majeur, et c'est pour ça que le débat de la primaire est aussi important. Mais la primaire, par rapport à ça, c'est pas le problème, c'est plutôt la solution. C'est-à-dire, le risque de l'anti-choix, il existe, il est lié au rejet d'Hollande. La primaire, ça peut être la solution au sens où c'est la possibilité d'avoir un débat en amont, c'est la possibilité d'avoir un débat de fond, c'est la possibilité d'expliciter des projets, donc c'est la possibilité de faire émerger des visions et de faire en sorte que ce soit plus un choix qu'un anti-choix. Le risque existe, mais je ne le situerai pas là où vous le situez avec la primaire. Et deuxième question, après j'arrête de monopoliser la parole, promis. C'est simplement en rapport avec le marché de l'emploi qui est, je pense, assez primordial aujourd'hui et dans lequel on entend une quantité d'aberrations monumentales. Et est-ce que vous pensez pas que finalement aujourd'hui dans les entreprises, notamment les entreprises de taille moyenne, on a plus tendance à mettre l'accent sur une expérience plutôt que sur une formation, plutôt que sur une qualification, un diplôme, et justement alors que entre guillemets, les subventions de l'État en direction du marché du travail sont simplement vers une formation. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur plutôt de l'expérience, car c'est ce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise, en tout cas de moyennes entreprises, recherchent? Si, et c'est intéressant, ça vient en écho ce que je disais tout à l'heure sur les startups qui font l'ubérisation du marché du travail. La boîte dont je vous parlais là, c'est une boîte dans laquelle vous n'êtes pas valorisé en fonction de votre CV, vous êtes valorisé en fonction de votre expérience. Et vous n'êtes pas valorisé en fonction de la recommandation de votre ancien patron, vous êtes valorisé en fonction de la recommandation de vos anciens collègues. Donc c'est un changement complet de logique. Et pour moi, c'est ça une des forces aujourd'hui, une des nouveautés de ce qui est en train d'émerger sur le marché du travail. Et naturellement, l'État n'est pas du tout adapté. Donc l'État est resté dans une logique de diplôme et l'État est resté dans une logique très sectorielle qui laisse relativement peu de place à la compétence. C'est pour ça que je vous disais que moi, je ne crois pas trop à la réforme de Pôle emploi. Je crois vraiment au paquet sur la formation, avec une transformation des organismes de formation et des objectifs en termes de formation. Et pour le reste, en fait, à une ubérisation du marché de l'emploi avec de la recherche d'emploi qui se fera de plus en plus par le biais de plateformes privées. Bonsoir. Ouais, ici. Bonsoir. Alors, vous parliez de la primaire comme étant un débat d'idées et un moyen de présenter plusieurs projets, de confronter plusieurs projets. Alors, il y a quelqu'un qui ne semble pas être d'accord avec vous, c'est Alain Juppé, puisqu'il a souhaité, en fait, comme je le cite, élever le débat politique. Et on a un peu, est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu comme lui, que cette primaire, compte tenu des rivalités énormes qui peut exister entre certains candidats, entre Sarkozy, Juppé, Fillon, est-ce que ce débat d'idées que vous souhaitez ne laisse pas plutôt place à un règlement de compte en fait, entre des égos et des personnalités? Et deuxième partie de ma question,
compte tenu de ces rivalités, est-ce que vous craignez peut-être un remake du vote Copé-Fillon et de la division qui avait pu éclater ce soir-là? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Il y a qui est des batailles de personnes. Dans une élection, de toute façon, c'est toujours le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace pour des débats de fond. Alors, ça fait pas toujours la meilleure place aux arguments les plus relevés. Mais malgré tout, un débat, c'est tout un éventail de choses. Et il y a de la place pour de l'argumentaire. Et puis, de toute façon, au-delà des noms d'oiseaux, des choses qui seront... ça dépendra... Enfin, moi, ce que je dis beaucoup aux militants, en fait, qui me posent la question, qui me disent « Est-ce que vous n'avez pas peur du remake Copé-Fillon ?» Je leur dis « Ça dépendra de vous, d'une certaine manière. » C'est-à-dire, ça dépendra du nombre de Français qui viennent voter pour la primaire. Pourquoi ? Parce que des tensions personnelles, il y en aura de toute façon. Mais s'il y a beaucoup de Français qui viennent voter pour la primaire, ça donnera de la force au candidat. Ça donnera de la force au gagnant. Ça lui permettra de rassembler la famille politique. Et donc, ça lui permettra de dépasser les polémiques. Ce que je veux dire, c'est que des polémiques, vous en aurez forcément. Des noms d'oiseaux, vous en aurez forcément. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la joute politique en général, et en particulier quand elle est à l'intérieur d'une famille politique, parce qu'on sait que les guerres civiles, elles sont toujours plus difficiles que les autres. Elles sont toujours encore bien pires. Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont venus voter, derrière, celui qui sera issu de l'élection aura la force de pouvoir rassembler. Je pense qu'en fait, on ne peut pas éviter le premier acte, qui soit un premier acte un peu rugueux. Mais on peut faire en sorte que le deuxième acte soit réussi, parce qu'il y aura eu beaucoup de monde dans les urnes. Donc si par exemple, après j'arrête, promis, par exemple si Alain Juppé l'emporte, vous pouvez nous assurer par exemple que, un exemple au hasard, Nicolas Sarkozy par exemple ne remettra pas en cause le vote comme François Fillon avait pu le faire en 2012. Je suis sûre d'une chose, c'est que si quelqu'un, quel que soit celui qui l'emporte, s'il y a 1,5 million de votants, il y aura des gens pour remettre en cause la légitimité. Quel que soit le score et quelle que soit la personnalité de celui qui l'emporte. Et s'il y a 4 millions de votants, personne ne remettra en cause la légitimité. Là aussi, quel que soit le score et quel que soit le nom de celui qui l'emporte. Ça peut paraître presque brutal hein, comme logique, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Je suis sûre que ça va fonctionner comme ça. C'est le nombre de votants qui va faire la différence. Et moi, ce que je souhaite et ce que je crois, c'est qu'il va y avoir beaucoup de Français que ça va intéresser. Parce que la société, ce que je disais, la société elle est en pleine transformation, qu'on vous donne la possibilité de participer, d'évaluer en quelque sorte, de venir choisir, de venir sélectionner. C'est un mouvement moderne, c'est un mouvement irrépressible. Ça crée une envie. Et donc je pense qu'il va y avoir du monde. Merci beaucoup. Alors malheureusement, c'était la dernière question, puisque faute de temps, il va falloir arrêter maintenant. Mais encore une fois, merci beaucoup Madame Kosciusko-Morizet d'être venue et merci à tous d'avoir été si nombreux.